Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez. Dans une requête adressée le 25 juillet dernier à la Cour pénale internationale, les avocats de Laurent Gbagbo ont exhorté les juges à prononcer son acquittement et à le libérer, arguant que le procureur Fatou Bensouda n'avait pas pu prouver les accusations de crimes contre l'humanité. Ils estiment que l'ancien chef d'État ne devrait plus être poursuivi pour les 4 chefs d'accusation pour meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains retenus contre lui à la suite des violences post-électorales qui ont déchiré la Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Notons que le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a commencé en janvier 2016 et le procureur de la CPI a fait appel à 82 témoins, présenté des milliers de documents écrits et audiovisuels. Après le dernier témoin du procureur le 19 janvier dernier, on s'attendait à voir maintenant ceux de la défense, mais ce ne sera pas le cas le 1er octobre 2018 à la CPI. Schéma directeur thème la Cour pénale internationale, CPI à la croisée des chemins, avec le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'audience du 1er octobre 2018, quel enjeu sociopolitique pour la paix en Côte d'Ivoire. Invité, Dr Raphaël Dagbo, il est le président de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Dr Raphaël Dagbo est enseignant, formateur et chercheur en relations internationales. Merci, Dr Dagbo, d'être venu sur notre plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. On le sait, le 1er octobre prochain, je l'ai dit en introduction, la CPI reprend du service. Absolument. Avec une audience un peu, bon, pour nous autres néophytes, on ne comprend pas très bien, mais enfin, on essaie de comprendre. Alors, première question, vous êtes président de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Alors, comment va votre ami à La Haye? Comment va-t-il? Le président Laurent Gbagbo va très bien. Il va d'autant mieux que il avait dit lui-même qu'on irait jusqu'au bout. Et lorsqu'on sent qu'on va au bout, ben, il ne peut qu'aller bien. Le président Laurent Gbagbo va très bien. La seule inquiétude qu'il a, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est l'état actuel dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire, l'état social, l'état économique et même l'état des Ivoiriens de façon personnelle. Laissons de côté la façon dont un État est dirigé, mais ceux qui connaissent Laurent Gbagbo savent que l'homme est attaché à l'homme. L'homme est attaché à l'homme, donc il va bien. C'est un secret de polichinelle, vous suivez de très près ce qui se passe à La Haye. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ce procès-là du président Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé? Vous l'avez dit dans votre introduction, il n'y a pas grand-chose à ajouter. 82 témoins sont passés. Je n'en retiendrai que 2 parce que ce sont des experts, ceux-là. Il y a un premier expert qui est passé pour analyser des ossements qui étaient intimement liés à l'accusation qui était portée contre lui, qu'il était quelqu'un qui avait incité à la violence qui s'est terminée par la mort d'un certain nombre de personnes. Il fallait analyser des ossements. Et notamment, ces ossements étaient des ossements de femmes qui auraient été abattues au canon. Je me suis arrêté là-dessus. Je prends cet exemple parce qu'il est lui-même symptomatique de ce que ce procès a été. Parce que de ces ossements, on a trouvé des ossements d'hommes, là où on cherchait des ossements de femmes. C'est assez symptomatique de ce que ce procès était, de ses bases d'abord, et puis de ce qu'il est. Le deuxième exemple que je prendrai, c'est un exemple qui me peine personnellement, parce qu'il s'agit d'un exemple qui concerne une de nos éminences en Côte d'Ivoire. C'est Madame Yapo Été, Hélène, médecin légiste, qui est expert en plus, et qui est venu nous dire qu'en très peu de temps, ben, il a examiné des cadavres dont le nombre était impressionnant. Jusqu'à ce que le juge lui-même se pose la question de savoir, sans la remettre en question pour une question de politesse, mais il s'est posé la question de savoir quelle était la véracité de cette déposition. Je vous ai dit que ça m'a fait personnellement honte parce qu'il s'agit d'une Ivoirienne, d'une expert ivoirienne. Là où un expert européen dans un procès qui est un procès international vient dire qu'il y a des ossements d'hommes
dans un ensemble d'ossements qu'on cherchait qui devaient être des ossements de femme, donc qui a dit la vérité sur ce qu'il a constaté. Notre compatriote a donné l'impression qu'elle desservait quelque part la science dont elle était porteuse. Il y a aussi un expert européen parlant de sang, s'agissant des femmes d'Abobo, qui a dit que le sang n'était pas du sang humain. Exactement. On peut multiplier comme ça les exemples de dépositions qui ont été cocasses. On pourrait y ajouter encore, si on veut aller plus loin, quelqu'un qui vient témoigner contre le président Laurent Gbagbo à charge et qui dit est-ce que je peux saluer le président et que je m'appelle Gbagbo moi-même, je m'appelle Petit Gbagbo. C'était assez cocasse, mais on comprend bien pourquoi dans l'introduction que vous nous avez faite, vous dites les avocats ont demandé purement et simplement l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Parce que quand ils ont décidé ou quand il a été question de ne pas présenter des témoins à décharge, ça voulait simplement dire que les témoins à décharge se trouvaient aussi déjà dans ce qui était les témoins à charge. À propos de quelle analyse vous faites justement sur la forme et sur le fond de ce procès quand Mediapart dit qu'à la base, c'était sur des bases tronquées? Oui. Alors, effectivement, nous n'avions pas, nous, de doute. Mais on pouvait nous dire que vous êtes des soutiens du président Laurent Gbagbo et de toute façon, c'est légitime que c'est même le contraire qui était étonnant de savoir que vous pensez que votre mentor était innocent. Donc, on savait où on allait. Et quand le président Laurent Gbagbo disait on ira jusqu'au bout, lui aussi savait où on allait. Et dans votre question se trouve aussi également la réponse. Alors, la forme de ce procès se trouve même dans ses fondements. Comment peut-on confirmer des charges qui n'existent pas? Comment fait-on pour confirmer des charges qui n'existent pas? Avant de confirmer, le juge avait demandé à Mme Fatou Bensouda d'aller chercher des compléments, des preuves. Déjà ça, en soi, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais ça, en soi, ça disait déjà, ça programmait déjà le type de procès que nous avons eu. Voilà des gens qui ont eu très peu de temps pour transférer le président Laurent Gbagbo, qui l'ont gardé en prison pendant un certain temps, qui ont donc eu le temps d'aller collecter des informations avec tout ce qu'ils ont comme moyens, qui ont été en Côte d'Ivoire, à qui le gouvernement ivoirien a donné les moyens qu'il fallait pour aller chercher des preuves. Et dès le premier choc avec le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire au premier contact, à la mise en état, au niveau de la mise en état, on se rend compte qu'il fallait compléter les charges. Ça veut dire que, le procès n'était pas sérieux, et les bases sur lesquelles ce procès allait se faire étaient des bases qui étaient tronquées, et Mediapart n'a fait que le confirmer. Mediapart l'a confirmé, et Mediapart, c'est très important ça. C'est très intéressant, j'allais dire. Parce que Mediapart, tous journalistes qu'ils sont, parce que par définition, un journaliste sérieux, c'est celui qui travaille avec objectivité. Tous journalistes qu'ils sont, ils sont quand même des journalistes français. C'est eux qui montrent que le procès était tronqué. On l'avait déjà dit, nous. Il y avait déjà des Italiens qui l'avaient déjà dit. La façon même dont le président Laurent Gbagbo a été transféré juridiquement, le transfèrement était en soi mal ficelé. Et il a été fait et on savait de toute façon que les bases même, les fondements même de cette instruction étaient biaisés. Donc compléter des informations, ça signifie qu'on n'était pas au bout de l'instruction et on a engagé le procès. Quels sont vos sentiments sur le fait que les témoins de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé ne vont pas venir témoigner? Alors, il y a deux interprétations qu'on peut avoir. Si on reste dans la logique, si on reste purement froid, scientifiquement, et qu'on suit ce que la défense du président Laurent Gbagbo a choisi, parce qu'une défense choisit une stratégie de défense. Si on suit la stratégie de défense qui a été choisie par la défense du président Laurent Gbagbo, les choses sont claires. Parce que, en fait, vous ne présentez des témoins à décharge que lorsque vous avez en face de vous des personnes qui vous ont opposé des arguments qui sont des arguments qui vous incitent à le faire.
de manière à ce que ce qui a été posé comme étant des charges puisse être contrebalancé par vos témoins à vous. Lorsqu'on regarde l'ensemble, lorsqu'on fait le storytelling de tout ce qui a été dit par l'ensemble de ces témoins dits à charge, la défense du président Laurent Gbagbo ne peut pas présenter de témoins parce que simplement, qu'est-ce que ces témoins vont prouver? Ça veut dire simplement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les avocats du président Laurent Gbagbo ont estimé que ce serait perdre du temps. Ce serait perdre du temps parce que une simple plaidoirie à la place suffit pour dire qu'il faut mettre Laurent Gbagbo en liberté avec le ministre Charles Blé Goudé. Parce qu'au fond, tout ce qui a été dit... D'ailleurs, les juges eux-mêmes ont demandé un document de synthèse. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. Ils ont eux-mêmes demandé un document de synthèse. Leur attitude par rapport à cette démarche. Oui, voilà. Parce que logiquement, dans un procès normal, et là j'emploie le mot normal à dessein, dans un procès normal, une fois que les avocats de l'accusation, enfin le procureur en général, fait passer ces témoins, eh bien on fait passer directement les témoins de la défense pour essayer de contrebalancer les arguments ou alors les accusations qui ont été faites. C'est ce qui se passe. Si les juges, à la matière, demandent à ce que le procureur fasse une synthèse pour essayer de prendre ce qui étaye les accusations qu'elle a portées contre les prévenus, ça veut dire simplement que eux-mêmes doutent de ce qui a été fait. Et on a vu tout le chaos. C'était vraiment un capharnaüm. On a assisté à 82 témoins qui sont passés. Encore, ces 82 témoins qui sont passés... 138 prévus. En fait. Il y avait 138 prévus. Mais quand on s'est rendu compte de la vacuité de ce qui était dit, le procureur lui-même a demandé qu'on diminue le nombre des personnes qu'il avait commis, qu'il devait faire passer. Donc il a arrêté simplement le projet. Donc sa position déterminait en soi qu'on ne voyait pas très bien ce qui étayait les accusations du procureur, alors qu'il y a eu une instruction et qu'il s'agit d'un tribunal pénal international. International, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, ce document de synthèse qui a été demandé, il paraît qu'en droit, ça s'appelle un mémorandum ou un mémoire. Bon. Dans ce mémoire, d'ailleurs, lorsqu'on l'a remis aux avocats du président Laurent Gbagbo, ils n'ont rien trouvé sur lequel construire, faire passer des témoins pour qu'ils puissent venir contrebalancer ce qui a été dit. Donc, ils se sont dit, il fallait vite. Il faut mettre cette personne en liberté parce que simplement, il n'y a rien en fait. Alors, vous posez la question de savoir qu'est-ce que j'en pense. J'en pense simplement que ça confirme ce que Mediapart a dit et qui était déjà su, mais ce que Mediapart a dit. Et ce que d'autres journalistes ont dit, il n'y a pas que Mediapart. D'autres journalistes l'ont dit aussi, que ce procès était avant tout un procès politique. Il s'agissait simplement d'écarter le président Laurent Gbagbo pour installer M. Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire. J'ai dit installer, là aussi j'emploie ce terme à dessein, parce qu'on sait aujourd'hui, par cela même... M. Sarkozy l'a dit dans son livre. Il a dit. Ouais, il a dit, donc, il a dit dans son livre, on a installé le président Laurent Gbagbo. On a installé, voilà, on a enlevé le président Laurent Gbagbo et on a installé Ouattara. Mais même les alliés de Ouattara d'hier le disent. Le président Bédié a dit clairement, et on peut retrouver ces citations, il a dit clairement qu'il était arrivé deuxième au premier tour. Et que la communauté internationale, notamment ce que nous connaissons, la France notamment, Sarkozy donc, a demandé que ce soit Ouattara qui soit en deuxième position pour que ce qui avait été appelé le RHDP gagne les élections. Donc on était dans une dynamique d'installer Ouattara au pouvoir. Il fallait écarter le président Laurent Gbagbo. On l'a écarté. Et on a installé le président, on a installé le chef d'État actuel. Je ne l'appelle pas président, je dis chef d'État. On a installé le chef d'État actuel, Ouattara Dramane, qui sévit en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. On revient à l'audience du 1er octobre prochain. Il est évident que par rapport, si on suit votre raisonnement,
de façon scientifique, on le suit, ça veut dire quoi que le 1er octobre, on pourrait évoluer vers l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Maintenant, ce procès, naturellement, a des enjeux sociopolitiques par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On va voir le volet politique. Alors, quels sont les enjeux politiques de ce procès du 1er octobre à La Haye? Alors, avant d'en venir aux enjeux politiques, vous avez dit on peut évoluer, et c'est très bien d'avoir dit ça, d'avoir eu cette prudence. On peut évoluer vers un acquittement. Moi, ce que j'espère, c'est que simplement, il soit dit assez clairement que le président Laurent Gbagbo n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Après, l'acquittement, il est déterminé par les juges. C'est eux qui décident s'il l'acquitte désormais. Mais je veux d'abord un non-lieu, moi. Un non-lieu, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo est resté en prison pendant 7 ans pour rien. Et ça, j'aimerais bien qu'on le dise. Et il n'y a pas de honte à un tribunal, quel qu'il soit, de dire qu'il y a un non-lieu. Parce que les juges sont là pour regarder des faits. On est en Europe dans un régime... Sur le plan moral, oui, strictement, il y a quand même eu des morts au cours de cette crise post-électorale. On y arrivera. Il y a eu effectivement des morts. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord un non-lieu. Ce non-lieu établit que le président Laurent Gbagbo, et c'est un de nos axes de bataille, nous, l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Il faut que l'image du président Laurent Gbagbo soit rétablie. On reviendra à la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Mais lorsqu'on rétablit l'image du président Laurent Gbagbo, on rétablit aussi l'image de la Côte d'Ivoire, de la constitution qu'il a représentée et qui a fait qu'il a défendu, il a dit lui-même, la constitution qu'il a défendue, celle de son pays qu'il a défendue et qui fait qu'il est aujourd'hui à La Haye. Ce n'est pas simplement la personne du président Laurent Gbagbo. C'est aussi une constitution qu'il défend. Et qui dit constitution dit les valeurs dans lesquelles se reconnaissent les Ivoiriens. Donc, dit la Côte d'Ivoire. Donc, d'abord un non-lieu. Ensuite, pour nous, l'acquittement, ce n'est qu'une conséquence de son non-lieu. Évidemment, si on prononce un non-lieu, il n'y a pas de raison qu'il reste là-bas. Donc, il y a effectivement, comme vous le dites, il y a une dimension morale. Cette dimension morale, il y a des personnes qui ont été tuées. Le président Laurent Gbagbo l'a dit lui-même. Il a dit, vous pensez que je suis responsable des tueries en Côte d'Ivoire, mais j'ai gagné les élections. Est-ce que c'est celui qui gagne les élections qui engage une guerre pour tuer des gens? Ou est-ce que c'est celui qui perd les élections, qui veut absolument les avoir gagnées, qui engage une guerre? Cette question n'a jamais été tranchée. Donc sur le plan moral, le président Laurent Gbagbo est tranquille, même si il regrette. Mais il regrette. Chaque fois que je vais le voir et que nous abordons ce point, il regrette. Mais vraiment, le nombre de personnes, le nombre d'Ivoiriens et d'étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire et qui sont tombés sous les balles des gens qui voulaient absolument le pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte. Donc sur le plan moral, même s'il est tranquille, il le regrette. Ça, c'est clair. Maintenant, la question l'enjeu politique. Maintenant, la question que vous posez, quel est l'enjeu politique? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est... Le premier enjeu, il concerne la CPI elle-même d'abord. Parce que la CPI est une institution internationale. Nous, ce qu'on met en cause, ce n'est pas qu'il existe une institution internationale qui punit des chefs d'État qui pensent qu'ils doivent tuer leur peuple si celui-ci est dans son bon droit. Donc c'est normal que la CPI existe. Dans ma bouche, on sera étonné de l'entendre, mais c'est normal que la CPI existe. Tant qu'il n'y a pas une juridiction qui peut punir ces personnes qui, une fois qu'elles sont au pouvoir, estiment qu'elles ont droit de vie et de mort sur leur peuple. Donc nous, à les amis de Laurent Gbagbo, ce n'est pas l'existence de la CPI que nous condamnons. Ce n'est pas ce qu'elle fait que nous condamnons. Mais cette CPI aujourd'hui, et quand on regarde tous les documents, j'insiste sur celui de Mediapart par exemple, que tout le monde connaît, quand on les regarde, on a, et ce que Sarkozy, ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce que Sarkozy, tout de go, eh bien, on se rend bien compte que la CPI a été un instrument. La CPI a été instrumentalisée, donc déjà sur le plan politique.
Alors on me dira, mais la CPI c'est une juridiction. Oui, mais c'est une juridiction un peu particulière. C'est une juridiction qui émane du politique. Même si... Quand on regarde en long et en large le statut de Rome, c'est-à-dire ce qui est le fondement de cette juridiction, on se rend compte que les donneurs d'ordre sont aux Nations Unies. Absolument. Par exemple. Ah oui. Et que même, ils ont la possibilité d'arrêter n'importe quel procès. Ce qui ne peut pas se passer dans une justice normale. Bon, voilà. Donc, on se rend compte qu'ils ont utilisé la CPI comme un instrument. Donc, le premier enjeu, c'est de s'interroger sur deux choses. Est-ce que la CPI, c'est le premier enjeu, est-ce que la CPI veut être une juridiction à laquelle les victimes peuvent encore avoir confiance? Ça, c'est le premier enjeu qui concerne la CPI elle-même. Ou bien, est-ce qu'elle choisit de continuer à être l'instrument des puissants pour essayer d'assujettir des peuples qui sont dans leur bon droit, ou des chefs d'État qui dirigent leur peuple et qui sont dans leur bon droit, comme ça a été le cas du président Laurent Gbagbo. Donc le premier enjeu politique, c'est celui-là. Il concerne la CPI. Et puis il y a un deuxième enjeu politique qui concerne la Côte d'Ivoire. Ce qu'on espère, nous en Côte d'Ivoire et nous, à les amis de Laurent Gbagbo en particulier, c'est que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé soient libres. Si ces deux personnes sont libres, ça crée une nouvelle donne en Côte d'Ivoire. La question qu'on peut se poser en termes d'enjeu, c'est est-ce que les Ivoiriens sont prêts à se saisir de cette libération pour de nouveau tisser quelque part une certaine confiance et régler le problème de ce chaos qui est en Côte d'Ivoire et qu'on cache derrière des chiffres. J'espère qu'on en parlera. Voilà. Ça, c'est le deuxième enjeu politique. Parce que ça va créer une nouvelle donne, forcément, en Côte d'Ivoire. Personne ne sait ce que Laurent Gbagbo choisira. Mais ça créera forcément une nouvelle donne. Et ce n'est pas un hasard si la haie est devenue une Mecque. Si tout le Gotha politique, si toute la classe politique, de l'opposition comme du pouvoir, alors je ne parle pas du RDA, je ne parle pas du pouvoir central, mais de son partenaire, le PDCI-RDA, vont toujours à la haie. Les Ivoiriens ont envie que le président Laurent Gbagbo soit libre pour que la question qui est la plus importante avant de parler de développement, celle que les Ivoiriens soient capables de se reparler à nouveau, d'avoir confiance dans leur pays et de passer à un programme de développement. Ça, c'est le deuxième enjeu. Est-ce que la sortie du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé va créer une dynamique? J'en suis sûr. Mais je pose la question. Est-ce que ça va créer une dynamique nouvelle qui va faire que les Ivoiriens vont oublier ce qu'ils ont vécu? Alors quand j'ai dit oublier, oui, on le garde dans l'esprit, mais il faut bien continuer à construire son pays. Est-ce que leur sortie va permettre cela? Moi, j'en suis convaincu. Il faut que les Ivoiriens s'en emparent. Bien sûr. Vous parlez de l'aspect politique, vous avez parlé de la CPI, qui est un enjeu politique. Au niveau de la CPI elle-même, au niveau de la Côte d'Ivoire aussi un enjeu politique qui pourrait, la libération du président Gbagbo pourrait créer un effet bénéfique sur la scène politique ivoirienne. Est-ce que la libération de Mme Gbagbo rentre dans ce cadre-là? La libération de Mme Gbagbo, on l'a vu, il a suffi qu'elle soit sortie de prison, là où elle ne devrait pas être d'ailleurs. Il a suffi qu'elle sorte de prison et elle passe tout son temps à recevoir des Ivoiriens de quelque bord que ce soit. Et il faut simplement lire les déclarations qu'elle donne. Ce sont des déclarations où elle demande à des gens qui ont été victimes de pardonner. Elle-même, elle pardonne. Et tout le monde sait ce qu'elle a vécu. J'aimerais pas remuer le couteau dans la plaie en revenant là-dessus. Mais elle-même demande qu'on pardonne. Parce que ce qui compte, après tout, c'est notre pays. C'est la construction de la Côte d'Ivoire. C'est redonner espoir aux Ivoiriens dans l'avenir. Donc, la sortie de Mme Gbagbo va exactement dans ce sens-là et elle prépare le terrain. C'est assez clair. Elle prépare le terrain pour que les Ivoiriens se réconcilient. Parce que le premier des devoirs d'un homme conscient, d'un homme politique conscient des enjeux de son pays, c'est d'abord de réconcilier les Ivoiriens. Au plan social, on le sait, en Afrique de façon générale, et particulièrement en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont sur des bases, je mets ça entre guillemets, sur des bases communautaires. Et depuis que Laurent Gbagbo est à La Haye et Charles Blé Goudé sont à La Haye,
il y a le fossé entre les Ivoiriens des différentes communautés le fossé se creuse tous les jours. Au plan social, s'entend. Est-ce que la libération de Gbagbo Laurent, l'audience du 1er octobre prochain, n'a pas ce côté aussi social qui pourrait booster, n'est-ce pas, la réconciliation nationale? Absolument. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que actuellement nous sommes en train de préparer le départ à La Haye. Et il y a des cars qui vont venir de partout. Il y a des gens qui viendront de Burkina Faso, je peux vous le dire. Il y a des gens qui viendront du Mali. Il y a des gens qui viendront de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui viendront de partout. Il n'y a pas, avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'ethnie qui compte. Il a dit lui-même, je ne suis pas le président des BT. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, les BT, c'est l'ethnie du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas lui qui parle de rattrapage ethnique. Ça encore, c'est une escroquerie sur le vocabulaire. Parce que pour qu'on rattrape quelqu'un, il faut qu'il ait déjà bougé. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo avait fait en tant que chef d'État pour qu'on parle de rattrapage ethnique? Si je prends simplement son gouvernement, le premier qu'il a nommé. Je peux pas citer là, on n'a pas beaucoup de temps pour que je cite toutes les personnes qui y étaient, mais ce n'est pas un gouvernement géopolitique, c'était un gouvernement qui avait été formé sur la base des compétences. Ça veut dire que les compétences existent partout, et ils venaient de partout. Son premier ministre s'appelait Afi N'Guessan. Afi N'Guessan n'était pas bêté. Et aujourd'hui où je vous parle, tous ceux qui vont à La Haye tous les jours, parmi eux, il y a toutes les ethnies du Côte d'Ivoire. Donc, la libération du président Laurent Gbagbo va faire que la Côte d'Ivoire, là où il était en train de faire intégrer. Parce qu'en Occident, on a une lecture ethnique des pouvoirs africains, de façon générale. On a peut-être raison, mais en Côte d'Ivoire, on a tort quand même. La Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, on avait quand même tort. Aujourd'hui, qui remplace Laurent Gbagbo à la tête de son parti? Il s'appelle Aboudraman Sangaré. Mais Aboudraman Sangaré, il est du Nord. Ça, c'est vrai pour les FPI, mais pour les autres partis, c'est pas... Pour les autres partis... Ouais. Le parti au pouvoir, donc... le parti au pouvoir, justement, c'est ça qu'il faut arrêter. L'espoir de la libération du président Laurent Gbagbo, c'est ça que les Ivoiriens réclament. Lorsque le président Laurent Gbagbo va venir, on ne parlera plus de rattrapage ethnique. Parce qu'il n'a jamais été ethniciste, le président Laurent Gbagbo. Il a toujours été quelqu'un qui... Il a dit lui-même, j'ai été élevé moi-même, je suis allé à l'école en étant chez des Goulas, c'est-à-dire des Bambara, des gens qui viennent du Nord. Je ne sais pas comment je pourrais être quelqu'un qui exclut des gens du Nord. Tous ceux qui ont vu tous ceux qui l'ont suivi quand il était dans l'opposition, ils verront comment il s'exprimait, ils verront comment il était habillé. Et j'ai même rigolé un jour lorsqu'on m'a dit, quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, et c'est M. Kibafori Soro Guillaume qui le disait, j'ai pas le droit de porter on n'avait pas le droit de porter un boubou en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo a fait sa campagne en boubou. Alors il fait sa campagne en boubou, il gagne les élections, et après, il dit aux gens, ne portez plus les boubous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, la libération du président Laurent Gbagbo va contribuer à colmater cette brèche. Je sais que ça sera difficile. Parce qu'il s'agira plus simplement de convaincre les gens en leur disant « c'est pas parce que tu es bêté que tu ne peux pas être dans un ensemble qui construit l'avancée de la Côte d'Ivoire avec un Baoulé, avec un Senoufo, avec un Tabana qui vient de Waragné, avec un Senoufo qui vient de Waragné ou de Koni, ou avec un Yakuba qui vient de l'ouest, ou avec quelqu'un qui vient du sud, ou bien qui vient de Bétier à l'est. Il s'agira plus simplement de dire ça. Parce que les personnes qui ont été tuées, les gens parlent de 3000 morts. Mais nous avons d'autres documents qui prouvent qu'il y a au moins 15 000 morts. Au moins 15 000 morts, si ce n'est plus. Donc le président Laurent Gbagbo, c'est le seul qui est capable de se faire écouter quand on parle de réconciliation. C'est pourquoi, depuis que notre association a été créée, elle parle de la libération du président Laurent Gbagbo en le rattachant à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui l'espoir. On l'attend pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec la nouvelle configuration qui est en train de se déployer sur le terrain en Côte d'Ivoire, le PDCI hier allié du RDR qui a pris, on va mettre ça, qui a pris son indépendance vis-à-vis du RDR, est-ce que cette recomposition ne va pas exacerber
n'est-ce pas, les velléités souterraines politiques. Par rapport à la réconciliation, bien sûr. La réconciliation ne dépendra pas des partis politiques. Parce que les Ivoiriens ont compris que les partis politiques ont échoué en tant que tels. D'ailleurs, ils en sont les victimes. Ils ont compris que les partis politiques ont échoué. Ils attendent qu'il y ait un guide. Ils attendent qu'il y ait un homme empreint d'humanité, mais qui est politique. Un homme qui met en poche, qui met de côté les chiffres et qui parle avec les hommes. Et vous allez voir, la libération du président Laurent Gbagbo que nous espérons, et on est sûr que ça se fera, quand il arrivera en Côte d'Ivoire, il créera une dynamique nouvelle, qui est déjà en marche avec Simone et Yves Gbagbo. Cette dynamique nouvelle va accélérer forcément les recompositions politiques, mais qui vont venir à la remorque des peuples. Le peuple veut quelque chose, les partis politiques vont s'aligner. Vous parlez de chiffres, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Parce que ça fait la deuxième fois que j'en parle de chiffres. Quels sont ces chiffres dont vous voulez parler? Alors, on nous dit que la Côte d'Ivoire, on nous dit qu'il y a un économiste à la tête de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres. J'ai regardé les chiffres. En fait, en moyenne, depuis 2011, la Côte d'Ivoire a une croissance de 8%. Mais c'est une croissance extravertie. Parce que les Ivoiriens n'en profitent pas. Les Ivoiriens n'en profitent pas. Je vous ai parlé de routes tout à l'heure. Moi, je viens de perdre ma jeune sœur hier soir. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que la Côte d'Ivoire, qui est pourtant un pays agricole, elle était malade et elle était au village. Mais il n'y a pas de possibilité d'aller la chercher parce qu'il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route. Il n'y a pas eu de possibilité d'aller la chercher. On ne pouvait pas l'amener jusqu'à la ville proche qui est Gagnoa. Parce qu'il n'y a plus de route. Dans un pays qui est un pays agricole, c'est-à-dire qui fait remonter les sources de la richesse de la forêt vers les villes. Donc on parle de cette croissance-là. 8% de croissance en moyenne. Et puis, il y a 42% des Ivoiriens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. 42%. Et les autres, qu'on croit qu'ils sont au-dessus ou près du seuil, mais dans la tranche haute, ce sont des personnes qui sont défavorisées et qui sont à Abidjan ou dans ses alentours. Voilà. Donc, quand je parle de chiffres, c'est à ça que je pense. En fait, ce que les gens regardent, c'est quelle est la croissance d'un pays. Mais c'est faux. Le président Laurent Gbagbo a déterminé 4 facteurs de développement en Côte d'Ivoire. C'était simpliste, c'était simple, c'était même simplé. Mais c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas mesurer notre développement avec les mêmes mesures exactement qu'on fait en Occident. Le président Laurent Gbagbo a dit ceci, parce qu'il faut savoir d'où on part et où on va, et quel type de développement on veut et à quel niveau on est. Il a dit, moi, je pense qu'on aura posé les bases du développement en Côte d'Ivoire si dans chaque village important de la Côte d'Ivoire, il y a une école, s'il y a de l'eau courante, s'il y a de l'électricité, si les gens peuvent accéder à la ville la plus proche pour se soigner. 4 facteurs. Allez-y en Côte d'Ivoire, je vous ai parlé de l'inaccessibilité des centres de soins. Mais l'électricité qu'il avait, l'électrification des villages qu'il avait commencé, a été arrêtée. Dans mon village aujourd'hui, il y avait l'électricité, il n'y en a plus. Et dans beaucoup d'autres villages, hein. Et je parle de mon village parce que je connais mieux, mais dans beaucoup d'autres villages qui sont autour, il n'y a plus d'électricité. Les poteaux sont là, mais personne ne les entretient. Voilà, personne ne les entretient. Personne ne peut changer, personne ne peut organiser, parce que même les villageois peuvent prendre en compte leur développement. Ce n'est pas simplement l'État-providence qui peut faire les choses, mais il faut les organiser. On ne le fait plus. Dans mon village, il y a un marché. Que fait le sous-préfet? Eh bien, il transforme ce marché en collecte de fonds, et on ne sait pas où ces fonds-là vont. Donc, voilà la politique du chiffre dont je parle. Parce que ça permet de parler aux Occidentaux. Parce qu'on utilise les moyens de mesure qu'ils ont chez eux et ils peuvent comprendre ce langage-là. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on est un pays sous-développé. On parle d'émergence en 2020. Mais on était immergé dans quoi? Pour qu'on puisse émerger en 2020. Et même si on accepte ce concept d'émergence, avec tout ce que je viens de citer, c'est ça l'émergence.
Bon, nous sommes au terme de notre entretien. On va revenir au procès, donc à l'audience du 1er octobre prochain. Vous avez parlé tout à l'heure de personnes qui vont venir d'Afrique, aller à La Haye. Est-ce que vous avez un appel à lancer dans ce sens? Oui. Alors, vraiment, je voudrais vous remercier de me donner cette occasion. Parce que nous sommes à un tournant de ce procès. Nous sommes à un moment décisif de ce procès. Vous avez vous-même dit tout à l'heure comment le procès a évolué, comment des étapes ont été tronquées, parce qu'on voit bien que ces étapes n'avaient pas de nécessité d'être. Donc nous sommes à un tournant extrêmement décisif. Nous avons marché sous la pluie, par temps de froid, par temps de neige, à La Haye, pour aller soutenir le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Là, on est à un moment décisif. Les plaidoiries qui vont se faire vont déterminer les enjeux dont nous venons de parler. Il y a besoin que le peuple qui s'est mobilisé puisse se mobiliser de nouveau, pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut que le monde sache que quelqu'un qui est un violeur ou qui ordonne des viols, quelqu'un qui est un tueur ou qui ordonne des tueries, quelqu'un qui a de la haine, il faut que les gens voient que cette personne est soutenue pour qu'eux-mêmes se rendent bien compte que ce qui avait été allégué était complètement faux, comme on l'a fait. Donc ça, c'est la première raison. Il faut qu'on aille démentir par le nombre que nous serons à La Haye, que le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui peut faire la réconciliation en Côte d'Ivoire pour que le pays puisse aller de l'avant. Ça, c'est la première raison pour laquelle il faut que les gens y aillent. La deuxième raison, il va se trouver à La Haye une grande partie, on a déjà quelques informations, il y a une grande partie de la presse internationale qui va venir. C'est, semble-t-il, le prisonnier le plus célèbre. Moi, j'aurais voulu qu'on dise que c'est le président le plus célèbre. Ils en ont fait le prisonnier le plus célèbre. Ok. Eh bien, il faut qu'on y soit à La Haye pour qu'on puisse répondre à cette presse-là. Pendant que les choses se passent dans le tribunal, il faut que la presse qui est dehors, nous puissions lui répondre. Pour que désormais, on puisse faire taire ces mensonges. Ces mensonges qui ont conduit le président Laurent Gbagbo en prison à La Haye. Il avait dit que nous irions jusqu'au bout. Nous pensons que nous sommes au bout. Donc, quand on est au bout, il faut aller à La Haye pour en témoigner. J'appelle l'ensemble des Africains. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. J'appelle l'ensemble des Africains. J'appelle tous ceux qui sont épris de justice et de paix. J'appelle évidemment les adhérents de l'association des amis de Laurent Gbagbo à se rendre tous à La Haye pour témoigner de tout cela. Merci, docteur Raphaël Dagbo. Cette émission est terminée. Nous recevions pour vous le docteur Raphaël Dagbo. Raphaël Dagbo est le président de l'association Les Amis de Laurent Gbagbo. Et le thème, c'était la Cour pénale internationale à la croisée des chemins par rapport au procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. L'audience du 1er octobre 2018, quels sont les enjeux sociopolitiques? Cette émission est terminée. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Schéma Directeur. Bonsoir et bonjour chez vous.